sur Radio Sous-Pente, la station des Rapins, 100 fois sans loi, sans Courbette à Racaille. Nous sommes le mardi 8 janvier 2019 et nous allons de Rechef de Gare, sans attendre, tout de suite, maintenant, vous parler de Clément Moreau. Un graveur allemand, je précise, puisqu'il a pas, ça c'est le prénom de sa grand-mère, enfin je vais vous en parler dans mon papier, voilà, qui était alsacienne, donc française. Clément Moreau, un blas bien franchouillard pour un graveur bien germain, mais qui a endossé ce nom, celui de sa grand-mère alsacienne, qui le fera connaître comme le graveur de la liberté qu'il est depuis sa rencontre avec ce média, la gravure, et en remplacement de celui de Joseph K. Meffer, qui est son nom allemand. Perso, je préfère ce Moreau qui me rappelle une probloc qui m'avait à la bonne et qui oubliait de me faire payer mes retards de loyer pour le petit atelier que j'occupais, et qu'elle me louait évidemment, alors qu'elle avait une réputation qui la faisait détester de tout le quartier. J'avais vu son père lorsqu'enfant, il ramassait des clopes usagées dans la rue et dont il retirait le tabac pour s'enrouler. Peut-être l'origine de sa mauvaise réputation à Maman Moreau, à sa mauvaise réputation de pro-bloc. Bref, bon, Moreau, ça me dit quelque chose. Bref, Moreau, ça me va. Qui va toute sa vie fuir, là, le Moreau graveur, l'Allemagne en prom, et on peut le comprendre lorsqu'on se rappelle l'aversion des nazillons pour tout ce qui ressemble à une pensée libre. Si de surcroît cette pensée sans entrave flirte avec les idées socialo-communistes, et que de surcroît on est artiste, oulala, le vilain petit canard qu'il dit le gestapiste en chasse, le fusil chargé au plomb de 12 ordinairement destiné aux sangliers. Et voilà l'autre graveur qui se tire, vite fait, bien fait, rien de en Amérique du Sud, en Argentine, pour préciser, et ailleurs aussi dans le monde, et ceci pour presque toute sa vie d'errance, mais de production artistique intense. Oui, un artiste trop rare, comme on les aime dans cette émission. Voilà, je cherche mon petit bouton. Et pour la petite équipe qui fait fonctionner, qui a fait fonctionner l'émission, évidemment. Hélas pour nous et le contenu de nos propositions radiophoniques, il n'y en a pas ou très peu sur le marché. Sinon, on ferait des trucs. Ben alors bon, nous en crèverions de plaisir, et ce n'est pas notre plan d'existence, quoique pour la fréquentation de telle beauté, on pourrait se laisser tenter. Plutôt une vie brève et intense qu'une mort à petit feu, mammaire et pépère au coin du radiateur électrique, car pour le feu, c'est mortibus morpionibus. Pas drôle, la disparition des cheminées et des feux de bouée. Si vous n'avez pas pratiqué la chaise au coin du feu, vous ne pouvez pas compatir. Mais pour ce qui concerne notre graveur du jour, vous seriez impardonnable si vous ne le mettiez pas au chaud de votre cœur. Ils sont si rares, les humains qui se battent pour que leurs congénères vivent libres. Si rares que l'humanité en devient toute grise, et d'un gris qui fonce de plus en plus. Alors gaffe à ce qu'ils ne deviennent pas, ou redeviennent pas noirs, tout noirs de suie, et que le bruit des bottes ne hante à nouveau nos trottoirs. Vous voyez aujourd'hui l'Est et le Nord et le Sud avec l'Italie. Les populistes reprennent du service. Et sans des artistes du type indomptable comme l'était Moreau, et celle dont il a suivi les cours et la vie exemplaire, Kate Kollwitz, le ciel n'est pas près de s'éclaircir les Amanches. Faut veiller au grain, aux armes, citoyens, plus de temps de s'inquiéter de l'avenir des supermarchés. Ouais, parce que c'est ça. Donc en fait, on peut préciser que c'était par la lecture d'un article du Monde diplomatique de septembre 2018, qui s'intitulait « Les affiches de l'espoir ». C'est un article écrit par François Albérin que nous avons découvert ce Karl Meffer, alias Clément Moreau.
un graveur allemand donc engagé qui s'inscrit aussi dans la droite ligne d'un Franz Masrel, hein, qu'il a d'ailleurs côtoyé. Et c'est aussi grâce aux éditions Plein Champ. Alors les éditions Plein Champ, on en avait déjà parlé quand on a évoqué Germain de la Touche, parce qu'ils avaient sorti un beau bouquin sur Germain de la Touche. D'ailleurs, on avait fait une rediffusion il n'y a pas longtemps. Et donc, ils viennent là de rééditer Nuit sur l'Allemagne, donc ce recueil de 107 gravures et qui est une des œuvres majeures de Meffert. Les éditions Plein Champ, c'est des très très belles éditions. Donc, c'est un petit bouquin qui doit valoir une quinzaine d'euros. Et donc qui reproduit ces 107 gravures de exceptionnel. Enfin, c'est de la linogravure, hein. C'est pas de la gravure sur bois comme Masrel, mais bon, c'est une linogravure, mais on fait la différence, hein. Bon, on peut si on est un spécialiste, mais bon, c'est pas évident quand on voit les estampes. Mais voilà, c'est d'une force et en même temps d'un réalisme, quelque chose. C'est de l'expressionnisme en plus, voilà, si on peut tout dire comme ça. Ouais, donc après, moi je vais vous raconter un peu plus en détail la vie de Karl Meffert, et puis on parlera un peu de toutes ces gravures qu'on a là sous les yeux, parce qu'en fait, les bibliothèques parisiennes ont vite racheté ce bouquin, donc on peut vraiment l'emprunter, avant peut-être de l'acheter définitivement d'ailleurs. Moi j'ai le projet de l'acheter définitivement, parce que pour 15 €, c'est un collector, croyez-moi. Ouais, alors voilà, par exemple, je vais juste lire, c'est un extrait d'un interview de 1977 de Clément Moreau. Je n'ai jamais été dans un parti, je suis un dessinateur humaniste et mon travail appartient à tous ceux qui peuvent en faire usage. Je suis un élève de Kate Kollwitz et je cherche, dans la mesure de mes moyens, à continuer cette tradition humaniste et sociale. Vous comprenez? Oui, parce que Kate Kollwitz, on avait fait une émission sur elle, je dois vous dire que ça déménage aussi sérieux, là. Et une nana, il fallait voir son travail magistral, un travail, mais alors, en gravure, en peinture, en sculpture, quelle chose, une pointure, on peut dire. Voilà, une pacifiste convaincue. En plus, oui. Parce qu'elle a vu son petit-fils qui était mort à la guerre. Elle a eu 2 morts, son fils et son petit-fils qui sont morts. L'un à la guerre de 14 et l'autre à la guerre de 39-45. Voilà. Elle était gâtée, quoi. Même si l'heure est parfois à la désespérance, attendu que la frime gouverne et fait sa loi, même si les années dans lesquelles on s'avance ont la couleur du triste et du chacun pour soi, même si le bonheur n'est plus une évidence, mais semble s'éloigner à chacun de nos pas, même si l'on me dit que c'est perdu d'avance, que le monde est ainsi et qu'on n'a pas le choix, je me bats. Même si maintenant c'est être en résistance et risquer d'être seul que d'élever la voix pour dire sans relâche l'incroyable arrogance des plus riches que tout, des maîtres d'ici-bas, même si le normal c'est l'infinie souffrance des enfants décharnés, aux yeux vidés sans joie, même si le correct se nomme indifférence, même s'ils parlent fort, ceux qui baissent les bras, je me bats. Je suis d'un temps d'espoir, d'un temps de délivrance, où l'on osait rêver, et les peuples là-bas faisaient tomber leurs chaînes et brisaient le silence. Oh, les jolis printemps, au parfum de lilas, devant nous se levaient des matins d'innocence. Plus jamais il n'y aurait d'humiliés, de parias, plus jamais d'esclavage et plus de violence. N'était-ce pas simplement raison? Dites-moi, je me bats. Aujourd'hui les passants, sous les néons sinistres, vont chacun dans leur bulle et pressent un peu le pas. Les voyous brassent l'or, les bornés sont ministres et l'on met chapeau bas
devant les renégats. L'époque est au commerce, l'époque est aux combines. L'homme n'est plus qu'un objet que la finance broie. Le futile et l'idiot remplissent les vitrines, cependant qu'au lointain ricane l'argent roi. Je me bats avec mes pauvres mots qui sont mes seules armes, avec les sacrifiés, les vaincus d'autrefois, tous ceux qui n'avaient rien que leur sang et leurs larmes, les mineurs, les canuts, les piou-piou, les sans-droits, avec les femmes usées, petites sœurs de misère, des bas quartiers debout où se terrent les rats, avec tous ceux d'ici qu'habite la colère, avec les méprisés et ceux qui n'oublient pas. Je me bats. Si longtemps que j'aurai la force qu'on le sache, de me tenir debout, de chanter, d'être là, tant qu'il me restera une once de panache, tant que dans mes veines un sang rouge coulera, je me battrai encore et toujours et sans cesse pour saluer la vie qui palpite et qui bat, et quand je m'en irai, ce sera sans tristesse, puisque d'autres viendront qui diront après moi, je me bats, je me bats. C'était Je me bats, interprété par Michel Buller. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente et vous écoutez toujours à Racaille et on vous parle toujours de Clément Moreau, mais aussi d'un de ses camarades de combat qui s'appelait Éric Mucham. Voilà, pourquoi Éric Mucham? En fait, sur ce livre des éditions Plein Champ, c'est une gravure justement qui représente Éric Mucham qu'on a suicidé dans sa cellule. Alors, je parlerai aussi un petit peu donc de la bio d'Éric Mucham, qui était aussi un artiste très engagé. Et quand on vous dit suicider dans sa cellule, si vous connaissez un peu la geste nazie, c'est une de leurs pratiques assez courantes de suicider les gens et après de dire que c'était des gens eux-mêmes, c'était leur initiative, c'était suicidés. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que là, Clément Moreau l'a représenté d'ailleurs menotté, pendu dans sa cellule. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est comme ceux qui sont les flics qui sont en légitime défense et qui tirent dans le dos, quoi. C'est à peu près la même chose. Voilà, alors Calme et Fer, en fait, voit le jour en 1903 à Coblence. Alors son père est employé des postes, c'est un catholique, fidèle à l'empereur, et à 11 ans, il est pupille de l'assistance publique et il est placé dans une institution dont il s'échappera à plusieurs reprises. À 16 ans, il s'enfuit de l'établissement d'éducation surveillée et il va rejoindre les Spartakis. Un an plus tard, il est condamné à 6 ans de prison par un tribunal spécial militaire pour des délits politiques. Il en sort après 3 ans et 4 mois, il étudie la peinture et fait ses premiers dessins politiques. Là, il va rencontrer Ketkolwitz et Heinrich Vogeler et il devient un élève passionné de Ketkolwitz et il s'inscrit dans ce qu'il appelle donc une tradition humaniste et sociale. Il dessine pour la presse ouvrière, il illustre un certain nombre de livres et il vient une première fois en Suisse en 1930 pour collaborer à une communauté d'agriculteurs et d'artistes de Fontana-Martin au-dessus d'Ascona. Des artistes allemands politiquement persécutés y éditaient une revue qui se considérait donc comme un lieu de contre-culture politique. Il retourne à Berlin, mais là il est obligé de fuir l'Allemagne en 1933 et il rejoint la Suisse in extremis pour s'y exiler. Il était poursuivi par les Allemands, il va juste in extremis réussir à partir. Ayant perdu travaux et papiers, il y entre dans l'illégalité et il prend donc le nom de jeune fille de sa mère, Moreau. Il devient donc Clément Moreau. De sa grand-mère. Il devient donc Clément Moreau, ce qui lui permettra en fait de garder sa signature CM. Il collabore à un organe syndicaliste suisse et il est obligé après de fuir la Suisse sous la menace d'une arrestation. Donc là, il se réfugie en Argentine avec sa femme.
Il tente aussitôt de s'y acclimater, il en apprend la langue, il enseigne les arts à l'école Pestalozzi de Buenos Aires et il milite dans la presse contre la propagande nazie et pour les réfugiés politiques. Mais d'ailleurs, il paraît que les nazis, on avait une trouille bleue, hein. Ils ont fait des pressions sur le gouvernement argentin pour le faire cesser de publier ces articles. Oui, tout à fait. Et alors l'école Pestalozzi, on a un auditeur un jour qui nous avait parlé de ce pédagogue. En fait, c'est vraiment de la pédagogie active et une pédagogie moderne. C'est pas du Freinet, mais ça rentre en fait dans ces nouvelles pédagogies où, c'est un italien. Où les enfants sont au centre en fait du processus éducatif, quoi. Donc c'est à cette époque qu'il va commencer donc sa série de linogravures Nuit sur l'Allemagne, où là il exprime donc les souffrances et les atrocités subies par son ami Mühsam et par tous les prisonniers du régime hitlérien. L'arrivée de Péronne au pouvoir en 1943 oblige le couple à s'éloigner de Buenos Aires, donc il va s'installer un temps dans les Andes. Là il continue de faire de la linogravure, il fait aussi des peintures sur la vie des Indiens et la vie des premiers habitants d'Amérique latine. En 1949, il est envoyé en tant qu'adversaire politique en exil en Patagonie et cette mesure est transformée en résidence assignée sous contrôle militaire donc dans le sud de l'Argentine. Il réussit à se réfugier à Montevideo en Uruguay et après une année passée en exil, il rentre à Buenos Aires et là il contribue à la construction d'une école, d'université de Resistencia dans la province d'El Chaco. Donc le couple retourne en Europe pour une année en 1961 pour travailler en Suisse, puis repart en Argentine. Mais là, le coup d'État militaire le renvoie en Suisse et il y travaillera comme graphiste, illustrateur spécialisé dans le théâtre pour différents journaux et il enseigne donc à l'école des arts décoratifs. Donc s'il avait trouvé sa place en Amérique latine, l'Europe l'avait vraiment oublié et il eut du mal à se refaire à nouveau connaître. Donc il meurt à l'âge de 85 ans en Suisse. Et il dit, on pourrait dire à propos de mon existence que je suis un immigré de profession. Oui. Quel que fût l'endroit où j'allais, il fallait de nouveau que j'émigre. Très peu de temps après, c'est simple, immigré, on est chassé à travers le monde. Ouais. Donc voilà cette vie mouvementée et engagée donc, de Karl Mayfair, Clément Moreau, quoi. Et comment un être humain, qui plus est, j'adore cette expression, qui plus est, un artiste a pu produire comme il a produit, mais c'est quelque chose d'assez magistral, en étant avec toujours partout dans le monde les flics au cul, quoi. C'est quand même quelque chose. Comme quoi, hein, la passion, la vocation, c'est indestructible, quoi. Quand on a une soif en plus de justice, comme il l'avait, chevillé, si vous voulez, oui, chevillé, quoi, voilà. Eh ben, il a pu survivre, il a pu produire, il a pu avoir une vie magnifique de créateur, voilà, en se baladant à peu près partout avec, je le répète encore une fois, parce qu'il faut le répéter le plus souvent possible, voilà, les flics au cul. Ouais. Alors lui, par contre, quant à Éric Mühsam, je vais en dire quelques mots parce que c'est important. En fait, c'est un proche de Karl Mayfair. À la fin des années 20, en fait, ils habitaient tout près l'un de l'autre dans la cité du fer à cheval, dans le quartier Britz à Berlin. Et ils travaillèrent ensemble un certain temps pour le Secours Rouge. Ils étaient très proches par leur vision de l'art. Donc ils pensaient que l'art devait avoir un impact et provoquer des changements. Donc ils voulaient attirer l'attention sur les maux de la société et les combattre. Et voilà ce que disait Clément Moreau, nos conceptions de l'art, ou plutôt ce que nous voulions faire avec des moyens artistiques avait des points communs. Le contenu de notre travail, c'était l'homme, tout ce qui est humain. Je n'ai jamais été intéressé par l'abstrait et le symbolique. Alors si on veut avoir quelques précisions sur Éric Mühsam, connaître un petit peu plus sur sa vie, il y a un livre qui s'appelle Nazisme et antinazisme dans la littérature et l'art allemand. Et là, il y a une bio très détaillée justement sur ses engagements littéraires. Lui n'a pas fait d'art graphique, mais il a écrit, il a contribué à beaucoup de revues. Et Mühsam, en fait, lui est arrêté donc à Berlin le 28 février 1933 dans la nuit de l'incendie du Reichstag. Puis il a été transféré successivement au camp de concentration de Sonnenburg, à la prison de Plötzensee, puis au camp de Brandebourg. Et Éric Mühsam donc mourut assassiné par ses gardiens le 10 juillet 1934 au camp d'Orianenburg, après avoir enduré d'innombrables tortures morales et physiques.
Donc son meurtre fut maquillé en suicide, donc on retrouvera son corps pendu dans les latrines. Alors on peut préciser qu'il avait des origines juives, qu'il avait des convictions anarchistes et que ça suffit à expliquer pourquoi il y a eu autant d'acharnement contre sa personne. Donc lui, il avait 56 ans, il avait une petite santé et tout le monde se souvient un peu de sa silhouette, apparemment les cheveux en désordre, une barbe rousse, lorgnon et cravate de travers, et que ce personnage pittoresque était un orateur passionné et incisif, qui était bien connu des milieux de gauche, avait un long passé de révolutionnaire, avec un esprit de rébellion qui l'animait depuis sa jeunesse, voilà, qui lui avait valu d'être déjà traité en justice, incarcéré et maltraité à l'époque wilhelmienne et sous Weimar. Voilà. Non mais, vous imaginez ces deux bombes vivantes. Forcément que les nazis, ils pouvaient pas supporter, ça devait leur donner des boutons, des bubons, qui devaient les gratter d'une manière démentielle, et il fallait qu'ils s'en débarrassent absolument. Alors, coup de peau pour Moreau, il a pu s'échapper, mais par contre, son camarade, lui, n'a pas pu. Et il a subi tous les affres que pouvaient subir ceux qui étaient dans les mains de la Gestapo et de ses exécuteurs. Voilà. Ouais, donc je mettrai le lien sur cet article de ce livre, parce qu'après, il détaille vraiment la participation à tous ces journaux, tous ces engagements. Sûr, ouais. Mais je vais quand même lire justement juste un poème qu'il avait écrit qui reste important. Voilà, celui pour qui le soleil ne brille plus, il n'a plus besoin d'amour. Combien de chagrins pleurent pour lui, il n'a pas besoin de le savoir. Homme, laissez les morts tranquilles, à vous appartient la vie, chacun bien assez à faire, à lever le bras et le regard. Laissez les morts, ils sont libres dans le sable humide. Vous, sortez de l'esclavage, de la misère et de la honte. Un combat vaudrait-il des lauriers? Épargnez à la mort ses cadeaux, mais reprenez l'épée du mort et menez son combat jusqu'à la fin. Voulez-vous faire quelque chose de bien pour ceux que la mort a rencontrés? Hommes, laissez les morts tranquilles et accomplissez leur espoir. Ça me fait chialer, moi. Ouais. Et c'est pareil, donc pour aller plus loin sur Rick Musam, j'ai retrouvé sur France Culture une émission où on parlait une parution aux éditions du Centre, c'est ses journaux intimes 1910-1924, poèmes et révolutions, où là il raconte qu'il a fréquenté donc la bohème berlinoise et munichoise, les peintres Kokoschka ou Max Oppenheimer, qu'il a fréquenté les milieux du théâtre, Heinrich Mann qui est le frère de Thomas Mann, et que c'était donc un infatigable militant de tous les combats politiques, et proche donc de Gustav Ladauer, cette grande figure de l'anarchisme allemand. Donc il raconte toute l'histoire de ces années qui ont précédé le nazisme, et après il y a son engagement jusqu'à cette arrestation après l'incendie du Reichstag. Oui, il n'y a pas que Proudhon, il n'y a pas que des gens comme ça qui sont des anarchistes. Il y a aussi des anarchistes qui sont sur le terrain, qui se battent. Et pour moi, ceux-là sont beaucoup plus importants que les théoriciens de l'anarchie. Demandez le dernier succès du docteur Goebbels avec la photographie du Führer et des principaux collaborationnistes en uniforme de pendu. Demandez la complainte du nazi. Écoutez bien, on va vous chanter le premier. Une année finie, l'autre commence. L'un après l'autre, les mois s'avancent, apportant dans leur cortège bleu la promesse de jours plus heureux. Et pendant que la victoire s'apprête à revêtir ses habits de fête, le voile noir des désastres s'étend, oui, sur le Reich et ses derniers amis. C'est la complainte des nazis, le crépuscule avant la nuit, qui met au cœur des hitlériens l'âpre terreur du lendemain. Elle exprime par ses accents la sourde angoisse du châtiment. Dans la tempête et dans les cris, c'est la complainte des nazis. Dans la tempête et dans les cris, c'est la complainte des nazis. Miliciens, mouchards, tristes apôtres, cette complainte est également la vôtre. Vous les traîtres, les vendus, les vomis,
vous les lâches et les la vôtre aussi, tortionnaires, bourreaux et mercenaires, et le rythme votre heure dernière. Collaborateurs, écoutez-la bien, c'est pour vous que chante ce refrain. C'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui mettent au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. Et en chœur, c'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui mettent au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. Voilà, c'était la complainte des nazis, c'est interprété par Pierre Dac. Et créé par Pierre Dac, c'était les chansons de Londres. Ouais. Voilà, à Pierre Dac, on doit dire que c'est quand même un personnage, lui aussi, pas tout à fait ordinaire. Hein. Il pourrait donner la main à Clément Moreau et puis à son petit camarade, Éric Muchave, voilà. Ouais. Voilà, c'est la même lignée, mais vraiment, comment dirais-je, Pierre Dac, depuis Londres, ça devait faire du bien à ceux qui écoutaient Radio Londres. Ouais, alors là, on va revenir un peu donc sur les gravures de Clément Moreau, hein, ces gravures qui sont dans Nuit sur l'Allemagne. Et donc, c'est en Argentine, comme je disais tout à l'heure, que dans les années 37-38, que prend naissance donc cette œuvre très très importante, c'est les plus importantes de l'art de l'exil antifasciste. Donc, c'est la comédie humaine ou Nuit sur l'Allemagne. C'est lui qui l'appellera comme ça plus tard. Et donc, elle contient quelques 200 linogravures et elle paraît une fois par semaine sous la forme d'un feuilleton. Il y avait 4 gravures, ça apparaissait dans des journaux argentins. Et en Argentine, Clément Moreau rencontre donc des gens qui savent peu de choses de la situation politique et des conditions de vie en Europe. Donc ces gravures deviennent des éléments en fait d'une langue qui n'a besoin d'aucune traduction, quoi. Et donc ça va devenir l'arme dans laquelle Clément Moreau mène son combat contre le fascisme hitlérien. Donc, je sais pas, voilà. Là, il y en a 107. Alors, je pense qu'après, ça a peut-être été réduit à 107. Oui, parce que bon. Oui, alors, si vous voulez, bon, on peut pas tartiner non plus, comme vous les voyez pas, mais si vous pouvez vous procurer cet ouvrage magnifique, hein, pour 15 € quand même, vous faites vos économies, hein, c'est parce que je sais bien que pour 15 €, il y a des gens qui, voilà, le 15 du mois n'ont plus 15 € à mettre pour faire bouillir la marmite. Mais on voit, si vous voulez, en quelques dizaines, bon, 100 et quelques pages, on s'imprègne de toute cette détresse humaine paroxystique, parce que bon, quand on voit, par exemple, le suicidé, les mains dans le dos, là, qui rappelle son camarade, voilà, suicidé de son plein gré. Hein. Quand on voit, par exemple, une gravure, là, comme celle que je regarde, la 23, où on voit un SS, on voit la tête de mort et les deux fémurs, là, ou les deux tibias sur sa casquette, qui tend la corde pour se pendre au futur suicidé, qui, s'il ne se suicide pas, parce que bon, on se suicide pas comme ça par plaisir, eh ben on l'aidera à se suicider en le suicidant. Voilà. Il ne s'est pas pendu. Alors il y a l'assassin qui rentre dans la pièce où se trouve celui qui refuse de se suicider, et voilà, et il est suicidé, je veux dire, par de verre de son plein gré, je sais pas comment on dit, une expression à la con comme ça, voilà. Et on apporte aussi, évidemment, à cette occasion, le cercueil plombé pour le mettre dedans.
Mais il faut voir comment il décrit par sa gravure la gueule des gestapistes, la gueule des nazis allemands. C'est quelque chose d'assez phénoménal. Et il traduit bien aussi, là on voit un portrait en buste de quelqu'un qui sort de la torture, avec le sang qui coule sur son visage, ou ailleurs, mais carrément même, on voit des scènes où il y a des gros bras avec des matraques qui torturent des prisonniers. C'est quelque chose d'effrayant. Et ça, c'est pas de la fiction, ça a existé. Et le fait de savoir que ça a existé, et de regarder, si vous voulez, ces gravures qui nous remettent dans ces situations abominables, ça se coule. Oh là là, je sais pas si j'ai bien dormi cette nuit. Non, franchement. Ouais. Et à un moment, c'est pareil, on voit, c'est un prisonnier, alors c'en est un autre, c'est pas celui qui est mort, là. Il rentre chez lui, justement, et on voit, il est accueilli dans sa famille, et c'est son fils qui est là et qui fait le salut nazi, qui fait partie des jeunesses hitlériennes. Ouais. Et on voit le père, du coup, qui part au bistrot après. Et puis il lui fout une torgnole à son fils, d'ailleurs, ce qui est bien mérité. Mais on sait bien que les jeunes Allemands étaient dressés à l'école pour dénoncer leurs parents, si leurs parents n'étaient pas dans les clous du régime. Voilà, c'était ça. Mais c'était la même chose en URSS avec les jeunesses communistes. Ils étaient dressés aussi pour dénoncer les déviances possibles de leur entourage. Voilà. Et alors, on voit bien que là, on voit trois massacreurs allemands, matraques à la main et pistolets, qui vont rentrer dans cette maison avec une femme qui se désole dans l'escalier. Tout ça, c'est hyper réaliste, et c'est plus fort aussi que des photos, parce que ça a été vécu aussi d'une certaine manière. Ouais, puis il y a ces contrastes du noir et du blanc, quoi. Il n'y a pas de gris, on est vraiment dans le noir et blanc. Ouais, c'est-à-dire c'est une façon d'exprimer des expériences, ou de montrer des images complètement épurées, noir, blanc. Il n'y a pas de nuance, c'est brutal, mais là, on triche pas. Voilà, mais en même temps, ça renforce l'effet dramatique du dessin. Voilà, des visages très expressifs. Ah oui, tout à fait, oui. Comme une estampe qui est intitulée Solidarité, où on voit un visage de femme complètement avec la bouche amère, le visage, des yeux noirs, mais on sent c'est un fond, c'est sans fond, c'est abyssal son regard. Il est sur le néant, voilà, où ce futur pendu qui hurle en s'accrochant au barreau de sa prison, voilà, il a les pieds sur le mur et il se tient sur les barreaux en criant sa détresse. Ce sont ou alors évidemment, je reviens sur l'assassin qui entre dans la cellule. On voit au fond de la cellule le prisonnier qui est complètement tétanisé en voyant la brute qui va rentrer dans sa cellule, et par terre il y a la corde avec le nœud coulant, voilà, qu'on lui a donné mais dont il ne s'est pas servi. Alors, bon. Et puis alors la veuve, oui, c'est vraiment des histoires, il faut s'en imprégner, mais c'est sans parole, ça n'a pas besoin de parole. On lui demande 200 marks pour qu'elle récupère les cendres de son mari supplicié, voilà. Et alors on la voit tendant les 200 marks à un flic qui scribouille avec ses tampons, etc. Et après elle repart, on la voit dans la rue, au milieu d'autres passants, avec sa petite boîte noire qu'elle va ramener chez elle, voilà, sa petite boîte noire qui lui a coûté 200 marks quand même. Hein. On voit aussi l'enterrement dans la rue, où il y a des gens dans la rue, sur les trottoirs, tout ça, mais bon, qui ne suivent pas le corbillard, elle est toute seule à suivre le corbillard. Voilà, tout ça sont des moments de vie d'une époque qui est en train de nous faire des signes en ce moment, là, voilà, avec tout ce retour des populismes qui vont faire les marches, le lit de la peste brune qui va se ramener sa gueule de raie pour encore tuer. Voilà, on dirait que les humains n'ont que ça dans la tête, tuer. Alors,
on tue des migrants en mer, et voilà, parce qu'ils périssent, parce qu'on ne va pas les secourir, donc il y en a eu combien de milliers l'année dernière? C'est plusieurs milliers l'année dernière qui sont morts en mer, voilà. On les expulse, eux aussi sont des migrants professionnels, parce que ils n'ont aucun pays qui veut les accueillir. Quand ils arrivent en Europe, ici, aucun pays veut les accueillir. Et ouais, dans la deuxième partie du bouquin, en fait, il y a plutôt le migrant, là, une fois qu'il s'échappe, justement, on le voit qu'il passe des fils, oui, fils barbelés, et là, ça va être toute la fuite. Voilà comment après il va essayer de se cacher, quelle est sa nouvelle vie, quoi. On voit bien justement quand il se cache. C'est un roman BD, ouais, c'est vraiment c'est comme un roman graphique. Ouais. Oui, sans parole, voilà. C'est un peu dans la veine des premiers cartoons américains qui s'adressaient aux classes populaires, aux ouvriers qui étaient illettrés. Il y avait pratiquement pas de texte, il y avait que des images, mais très expressives. Voilà, c'est ça un peu, hein, mais en noir et blanc et en linogravure. Il faut dire que la linogravure, c'est un moyen. Si vous voulez faire un petit livre, si vous voulez exprimer des idées, c'est pas vous achetez des bouts de lino qui coûtent rien du tout, une petite gouge, et puis vous gravez. Vous pouvez les imprimer sans machine avec un papier fin. Que vous posez sur votre gravure, et puis dessus vous frottez avec le dos d'une cuillère ou tout autre outil qui puisse vous aider à transférer, si vous voulez, votre gravure préalablement enduite d'encre noire sur votre papier. Voilà, c'est vraiment le moyen le plus simple, le plus rudimentaire, le plus économique qui existe pour imprimer ces idées. C'est vraiment un outil de propagande populaire magnifique, qu'on n'utilise pas, ou qu'on utilise très peu. On peut même faire des affiches, parce qu'on parle de la sérigraphie, mais la sérigraphie, ça nécessite quand même un matériel un petit peu plus important et coûteux. Là, non. Et vous n'êtes pas limité au noir et blanc en plus. Mais disons que le noir et blanc, c'est la base, mais si vous voulez y ajouter de la couleur, vous pouvez y ajouter de la couleur, soit en linogravure, soit après avec de l'aquarelle ou de la gouache, vous coloriez vos images en noir et blanc. Ouais. Alors là, il précise justement que malheureusement, ce Karl Mayfair est quand même inconnu en France, quoi. Il avait comme Mazrel. Voilà. Mais eux, ils le comparent. Enfin, les éditions Plein Champ, elles le comparent dans le 4e de couverture à des Kupka, des Mazrel, des Vallotton, des Weber, des Lebedev, des Josso, tous ces défenseurs de la liberté. Et en fait, il n'y a qu'un éditeur qui s'appelle Syros qui avait donné en 76 une édition du livre de caricatures. Il a fait des caricatures inspirées par Mein Kampf. Et depuis, en fait, c'était silence, quoi. Voilà. Non, mais bien sûr, la France, parce que on est vraiment un pays de réac, hein, parce que je parle pas des gens forcément, quoique pour élire Macron, il faut quand même être un peu fondu, mais bon, mais des choses comme ça, non, c'est pas pour nous, ça, nous on est plus éthérés, on est plus gentils que ça, on va pas imprimer ce comte Bosch avec ses gravures violentes, là, etc., qui peuvent mettre vraiment mal à l'aise le petit rentier basique français, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Et les gens qui tiennent les manettes de l'édition en France, à part les éditions Plein Champ, qui sont des éditions ouvrières, je pense. Ceux, en tout cas, qui éditent la littérature prolétarienne, voilà, c'est comme ça qu'on les avait découverts avec Lucien Bourgeois. À part ça, vous savez, toute l'édition française est aux mains des descendants de la bourgeoisie française. On appelle, de rentiers, etc., etc. Le meilleur exemple, on pourrait le dire, c'est notre ministre de la Culture, ex-ministre de la Culture. On dit nôtre, c'est pas la nôtre. Mais l'ex-ministre Nielsen, c'est pour elle qui va soutenir les révolutionnaires comme Mazrel. Oh non, on va pas se salir les pattes. Hein. Voilà, donc à découvrir. Et puis, je mettrai pas mal de liens donc sur le blog pour aller un petit peu plus loin. Oui, ma camarade Pichico, d'habitude, elle a fait un gros travail de recherche pour pouvoir monter cette émission. Et voilà, et vraiment, sans elle, je me demande qu'est-ce que ça deviendrait, cette émission purite. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été.
La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus goût, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine aujourd'hui, c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. C'était Nuit et brouillard, interprété par Jean Ferrat. Et tout de suite, on va plonger dans les expositions pour essayer un petit peu de retrouver une sorte de rictus qui s'apparenterait à un sourire, avec Ferdinand Gueldry à Nogent-sur-Marne jusqu'au 29 mai 2018. Une expo d'une époque riante, où les bords de Marne étaient fréquentés par les titis parisiens, les grisettes parisiennes, et pas que. D'abord, il y a eu les bourgeois, hein, donc c'est parti Ferdinand Gueldry, qui était un sportif et qui faisait du grand 8 ou du 8 barré sur la Marne, voilà. Alors, il y a évidemment des peintures magnifiques de cette époque sur les bords de Marne, avec les embouteillages de barcasses, voilà, et puis aussi, évidemment, les joyeux bords de Marne, les joyeux bords de rivière, avec les pique-niques, tout ça, enfin bref. Ouais. C'est une peinture voilà, qui change un petit peu de la morosité, de la tristesse, de la sinistrose ambiante. Ouais, peintre de l'eau et de la lumière. Voilà, c'est ça. Mais c'est une peinture pas révolutionnaire du tout. Hein. Il n'est ni impressionniste, ni naturaliste, il est un peu entre les deux, mais c'est une belle peinture qui est bien tachée, bien colorée, voilà, et qui montre enfin une époque complètement disparue. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien, puis c'est un petit musée, c'est gratuit. Voilà. Que demande le peuple, hein. Que tous les musées soient gratuits. Voilà, il y a toujours Gustave Moreau jusqu'au 21 janvier 2019, donc ça va se terminer vers le songe et l'abstrait. On a fait des émissions sur toutes ces expositions, donc le mieux c'est de nous réécouter. Mais le songe et l'abstrait, l'exposition, si je peux me permettre d'en rajouter encore une couche, c'est jusqu'au 21 janvier. Non mais franchement, bougez-vous, allez-y, pour les Parisiens évidemment. Pour les provinciaux, on le regrette pour eux, mais bon, qu'il n'ait pas ce petit musée là dans chaque ville de province, parce que c'est quand même une sorte de révolution, cette présentation de la peinture de Gustave Moreau de cette période, enfin, ou de ses essais, ou de ses accidents, on ne sait pas trop, enfin, qui ont donné naissance d'une certaine manière à
l'art abstrait. Voilà. Voilà. Les contes cruels de Paul Arrigo. Alors là, il faut vraiment se dépêcher. C'est jusqu'au 14 janvier 2019. Oui, alors là, une barbouille, qui tient debout. C'est moins compliqué. Du pastel, beaucoup de pastel. Ouais, des pastels, c'est étonnant la manière. Elle fait des grands formats en pastel. En pastel, c'est du pastel sec. Hein, oui. Ouais. Oui, je pense que c'est du sec. Mais bon, ça pourrait être du pastel à l'huile aussi. Voilà. Magnifique. Ouais. Transmission, transgression, musée Bourdelle, jusqu'au 3 février 2019. Hein. Quels sont les élèves de Bourdelle? Comment il a justement réussi à transmettre son savoir lui-même, élève, puis après maître, et dont élève de Rodin. Élève, non, pas praticien de Rodin. Oui, c'est ça, élève de Rodin. Oui, t'as raison. Praticien de Rodin. Oui, t'as raison. Et élève de. Et je sais plus, de Delpo. Ouais, peut-être. Enfin bref. Mais surtout, qui a eu comme élève Giacometti et Germaine Riquier. Oui. Pas que, hein, mais entre autres, mais ceux qui sont les plus connus en tout cas. Voilà, c'est-à-dire deux sculpteurs complètement éloignés l'un de l'autre, qui n'ont rien à voir ensemble. Perso, autant j'adore Germaine Riquier, autant je déteste Giacometti. Je pense que c'est un fumiste. Moi, je suis dégueulasse de dire ça. Et de quel droit je prends le droit, je m'en fous. Je sais pas, il n'y a rien. On n'est pas obligé d'être d'accord avec toi de toute façon. Non, vous pouvez même m'insulter. Hein, c'est pas, on a l'habitude ici de se faire insulter et même diffamer. Donc voilà. Mais vraiment, quand on voit, si vous voulez, le professeur Bourdelle, qui avait des centaines d'élèves, il a formé des sculpteurs du monde entier, avec une passion de transmettre vraiment extraordinaire, c'est le cas de le dire. Là, le mot prend tout son sens. Et quand on voit quand on lit comment Giacometti il a conchié son professeur, en disant que c'était quasiment, voilà, c'est un sculpteur quasiment anecdotique, hein, il faut être quand même gonflé, il faut quand même avoir une enflure, une boursouflure invraisemblable, voilà. Et parce que les grands artistes, en général, ils sont plutôt modestes. Bourdelle n'était pas du tout un mec qui se mettait en avant comme ça. Il faisait son boulot, point. Tandis qu'un mec comme Giacometti, avec ses petites crottes là, anglaises, là, ou en plâtre, lui, il avait un ego surdimensionné, semble-t-il. Voilà, bon, c'était mon petit crachat hebdomadaire. Voilà, à partager ou pas. Ouais. Et on peut parler des affiches de presse au musée Eugène Carrière jusqu'au 31 mars. C'est une exposition qu'on n'a pas encore vue. C'est ouvert tous les dimanches après-midi de 15 à 18 heures. Et je pense que le premier dimanche du mois, il y a une visite guidée gratuite. Voilà. Aussi. Donc voilà, ça c'est dans les expositions. Dans le culturel, moi je suis à la bibliothèque Robert Desnos à Montreuil, et en fait suite à une soirée avec mes copines Laurence et Claudine, on avait parlé théâtre enregistré, théâtre filmé, et en fait j'ai emprunté 2 CD. J'ai emprunté un Ruy Blas de Victor Hugo avec Jean Piat dans le rôle de Don César. Je me suis régalée. Alors c'est les comédiens du français, c'est une version de 1972, l'image n'est pas parfaite, on sent que c'est un vieil enregistrement. Mais la prestation de Jean Piat est assez exceptionnelle, et c'était l'occasion de voir ce Ruy Blas, donc ça m'a bien régalé. Et dans la foulée, en fait, j'avais emprunté le Cercle de craie caucasien de Bertolt Brecht, avec Beno Besson comme metteur en scène, et avec Colline Serrault dans le rôle de Grouchat. Et là, c'est pareil, c'est jubilatoire, c'est 2 heures de spectacle. Ça, c'était enregistré au théâtre de Sartrouville. Et en fait, il y a une mise en scène et des costumes. Alors, ils ont des bas un peu sur le visage, mais c'est pas du tout gênant. Au contraire, il y a une grande expression. C'est quasi du burlesque par moment. C'est poignant, c'est très bien joué. Donc, si dans vos médiathèques ou bibliothèques, vous pouvez emprunter ce DVD, c'est vraiment à conseiller, quoi. Et en plus, avec forcément un discours de Brecht pour la justice. On connaît ce que Brecht pouvait mettre en scène et dans ses textes, quoi. Et The Full Monty de Peter Cataneo. Voilà. Je me connais regardé avec mes camarades, mais alors là, mort de rire. Voilà, 1997, The Full Monty, mais moi qui ne l'avais pas vu, j'avoue, je me suis régalée, et je trouve que ça a très très bien vieilli.
Ouais, On reste complètement pris par cette histoire de ces chômeurs anglais qui veulent gagner de l'argent, qui vont imaginer ce spectacle de Chippendales pour se renflouer. Et c'est vraiment, c'est vrai qu'on est entre le rire et les larmes. C'est plein, c'est attachant. C'est un très très bon film. Un très très bon film. Mais pour qu'il n'ait pas vieilli, ça fait plus de 20 ans. Eh bien, c'est parce que c'est bien foutu. Voilà, tout simplement. Les œuvres pérennes sont des œuvres qui ont été faites par des gens qui en avaient dans la tête et dans le cœur aussi souvent. Parce que là, The Full Monty, c'est vraiment un film social. Anglais, qui traite du chômage, qui traite de la détresse des chômeurs, qui va jusqu'à, pour un d'eux, l'empêcher de faire l'amour avec sa femme. Voilà, il n'arrive plus à faire monter Pépère. Voilà, bon. Ça a l'air de rien comme ça, mais de la manière dont c'est interprété, ça bouleverse un peu quand même, parce que voilà, il a choisi ses acteurs, et il a choisi aussi, c'est bien dirigé, parce que ils arrivent à vous faire percevoir des choses qui sont pas si faciles que ça à percevoir. Voilà. Ouais, en fait, c'est Arte qui l'avait diffusé le soir du 31 décembre. Voilà, alors en période de grand chômage comme il existe en ce moment, il n'y aura pas de baby-boom, ou là, de ce côté-là, les eugénistes peuvent être contents. Voilà, et sinon, alors c'est pareil, on ne s'est pas déplacé pour l'instant, c'est 3 épées pour la commune, c'est un spectacle qui avait déjà démarré au Théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie au mois de décembre, et qui est repris du 7 au 23 février. Donc il y a 3 pièces, il y a L'année terrible, ce sont la commune avec des poèmes de Victor Hugo, il y a Louise Michel, l'accusée, et il y a les écrits contre la commune. Donc c'est possible de voir un seul spectacle ou de prendre un forfait pour les 3 spectacles. Je crois que c'est 30 € les 3 spectacles. Nous, tout ce qu'on a vu au Théâtre de la Commune nous a toujours beaucoup plu. Moi, j'aime beaucoup ce lieu de la cartoucherie. Donc voilà, on va probablement peut-être aller essayer d'en voir un. Je sais que notre copine Corinne va aller voir le spectacle sur Louise Michel. Ouais. Ouais, voilà. Bon, on a fait le tour de notre reprise. Non, il y a Lire Nuit sur l'Allemagne, justement, de Clément Moreau, le bouquin qui nous permet de faire cette émission, enfin quand même. Aux éditions Plein Champ. Voilà, ok, on ne l'aurait pas assez dit. On n'a aucune action aux éditions Plein Champ, on peut le préciser. On s'est même fait gueuler par eux parce que ils n'étaient pas contents de la manière dont on avait parlé de Mazerel. Non, de la touche, ils étaient contents, mais ils étaient un peu perfectionnistes. Et nous, on a fait ça avec notre cœur et on l'a fait du mieux qu'on a pu. Ouais, puis comme ils n'ont même pas pu se déplacer parce qu'on les avait invités à venir parler dans l'émission, bon voilà, ils ont payé le prix. Voilà, mais on n'est pas rancunier, c'est quand même des super éditions. Quand on regarde un petit peu tout ce qu'ils éditent, effectivement, s'il y en avait un bon boulot. Comme ça serait mieux. Parce que non seulement ils éditent des artistes ou des textes qui sont complètement inconnus de tout le monde et qui le resteront, parce que ceux qui lisent Plein Champ, qui je crois a mis la clé sous la porte ou... Non. Pas encore, en fait, non. Qui c'est qui nous a raconté C'est Laurence, elle nous avait dit que mais non, finalement. Non, ils existent toujours. Donc voilà, des gens comme ça, c'est irremplaçable. Et puis parce que je vous dis, la typographie est magnifique, le papier est magnifique, les couvrantes, tout est magnifique. Voilà, on dirait pas plus. Voilà. Bon, vous écoutez donc en ce moment Radio Soupone, qui est la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni, improbable, et diffuse sur Internet aracaille.fr. Et on remercie dans la foulée les auditeurs chéri Claude et André, Karine, Marie-Christine Béguet, Christiane, Claude et William, Jean-Pierre Souvras, Claudine, Annick et notre stalinien préféré Jean-Claude, Jean Peduzzi du Val d'Oise qui nous envoie des... Oh, il a envoyé un truc là qui m'a fait marrer, mais alors... je m'en souviens. Tu l'as pas vu? Je te l'ai envoyé, non? Enfin bon. Corinne et Joël Ducaire, Sabine, Anne-Emmanuel et Fredo, des artistes qu'on aime beaucoup, comme Corinne qui est une tapissière je sais plus quoi dire sur elle. Voilà. Juliette Planck, une graveuse, Clément, aussi graveur, Agnès, graveuse, Frédé Geneviève, des illustratrices, des auteurs illustratrices des carlettistes régulants, Pierre-André Languin, Thierry Morciot, un graveur belge, Colette, une femme d'artiste, Jacqueline Imbert aussi, Liliane et Laurence, des écrivains femmes,
qui écrivent sous le pseudo de Claude Isner des polars. Michel Pelloual, un peintre, Marie-Christine Perrondet et Christophe, des syndicalistes, mais alors ils sont là, les gilets jaunes, tout ça, ils sont là. Hein. Marie-France, La Rousson Brillante, Aude, José Arthur du Mélange et Thierry de Trafic. Voilà, on a fait le tour. L'émission est à l'écoute sur notre blog aracaille.fr, un deuxième plop plop, et c'est fini. Et je vous dis au revoir à la semaine prochaine, avec la pause musicale aux armes de Mélis. Voilà, et on ne sait pas encore de quoi on parlera la semaine prochaine. Non, mais il y aura l'émission Tifana. Boule de gomme, voilà. Non, à la semaine prochaine. Au revoir. Tifana. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté, liberté chérie,